Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Être adulte, c'est vieillir. C'est ça qui m'angoisse beaucoup. C'est que là, tu vois, la maison, c'est une projection de ma vie d'adulte. Donc, j'imagine des enfants, peut-être que j'aurai, et que eux-mêmes vont mourir. Et le cycle de la vie, en fait, ça te confronte à ça, tu vois. Tes parents qui viennent chez toi et qui te demandent si t'as une serviette de bain. Le sous-titre, c'est ça y est, bientôt nous allons mourir. Et en fait, ça y est, ça s'est inversé. C'est plus toi qui demandes la serviette de bain. Et ça, je trouve ça dur à encaisser. Ça fait des mois qu'on essayait de se capter, on n'était jamais dans la même ville au même moment, mais ça y est, enfin, Éléonore Coste est dans ce podcast. Éléonore est scénariste, comédienne, musicienne, beaucoup l'ont découverte grâce à ses vidéos avec Golden Moustache. Et il y a quelque chose d'absolument fascinant dans son travail, c'est qu'elle est capable de mélanger des choses très profondes avec des trucs mais débiles. Genre elle a un sketch Golden Moustache où elle tombe amoureuse de son père et... Et je trouve ça incroyable que ce truc existe. Elle a aussi reçu des prix pour une vidéo qui s'appelle La levrette romantique. Donc voilà, des choses des fois un peu stupides. Et pourtant, ce qui marque le plus chez elle, c'est la façon dont elle dissèque les émotions dans ce qu'elle crée. Là, récemment, il y a quelques années, elle a sorti une web-série en 2 saisons qui s'appelle Genre humaine. Moi, c'est grâce à ça que j'ai commencé à beaucoup suivre ce qu'elle fait. Ce sont des petits épisodes de 8-10 minutes tournés en plan séquence, donc d'une seule traite, sans rien couper, et qui montrent des scènes quotidiennes assez banales, une dispute, une rencontre, une discussion, mais dont ressortent énormément d'émotions extrêmement subtiles. C'est toujours incroyablement bien écrit et très bien joué. Et plus récemment encore, elle a publié Fantasme sur YouTube. C'est un moyen-métrage qui fait un petit peu moins d'1 heure, avec notamment Audrey Pirot, Sébastien Chassagne, Adrien Méniel. Et ça parle d'histoire d'amour manqué, d'une relation qui ne s'est jamais faite et à laquelle on repense assez souvent en se demandant ce que ça aurait pu donner. C'est vraiment sublime. Donc je suis hyper heureuse qu'on ait enfin trouvé l'occasion de se poser toutes les deux avec Éléonore pour parler de plein de choses, notamment d'être en dépression quand objectivement tout va bien, d'avoir régressé socialement depuis le début du Covid, de sa série Genre humaine évidemment, au sujet de laquelle d'ailleurs elle m'annonce une très très bonne nouvelle, de déménagement puisque elle était à Paris et que maintenant elle est à la campagne et donc ça a pas mal changé son rapport au temps et à l'espace. On a parlé du fait de pas encore se sentir adulte mais en étant pourtant plus un enfant, de comment elle écrit, du fait qu'elle bosse beaucoup pour compenser le trauma de l'école où on lui disait toujours qu'elle était nulle. On se pose la question comment savoir si une œuvre a de l'intérêt, et puis on parle de sortir avec des gens qui sont pas finis. J'espère que ça vous plaira. Mais comment ça va déjà ? Ça enregistre là ? Ouais. Tu m'as prise complètement au dépourvu. Ah non, il y avait des micros, qu'est-ce qui pouvait bien se passer ? C'est vrai, je tiens mon micro face à toi quand même. Alors, sache que je me suis dit, je vais faire un montage de toutes les fois où tu rigoles. Ah putain. Pour que les gens aient genre 3 hein. minutes d'Éléonore Coste qui rigole. Et aussi, je me suis fait une remarque tantôt. Si ton surnom c'est Lolo et que ton nom de famille c'est Coste, ça fait Lolo Coste. Ouais. Non mais ça c'est le truc qui me poursuit, mais depuis pas très longtemps en fait, depuis... je dirais, quand j'ai commencé chez Golden et qu'il y a eu Twitter et tout ça, en fait, j'avais carrément des fan art de moi en costume de nazi? De juive, avec, en mode, je vais dans un camp de concentration à plusieurs et il y avait écrit l'Holocauste, hein, c'était horrible. Faudrait que je les retrouve, c'était très audacieux, quoi. Je suis pas sûre qu'audacieux soit le mot. C'était de mauvais goût mais j'en ai eu plein des trucs comme ça, des fan art sur l'Holocauste. Alors c'est marrant de s'en être rendu compte qu'il y a que quelques années parce qu'on m'appelle comme ça depuis toujours, mais ouais putain. Enfin, j'ai pensé à ça tantôt, je me suis dit putain, c'est c'est vraiment, c'est censé être tout mignon. Ouais, mais on n'est pas censé m'appeler l'Holocauste, quoi. Tu vois, on est censé m'appeler Lolo. C'est le titre de l'épisode. Non, mais tu m'appelles Lolo. Oui, mais bon. Ça commence très fort. Non, comment ça va vraiment, la vérité ? Ça va vachement mieux que si tu m'aurais posé cette question il y a 6 mois. Je t'aurais dit que ça allait pas. Bizarrement, parce que il y a 6 mois, tout allait bien dans ma vie, mais je suis méga angoissée, en fait, depuis 1 an. Mais comme tout le monde, hein, avec le Covid et tout, ça a fait ressortir des trucs de ouf. Et en fait, l'angoisse est devenue tellement forte que j'ai fait une dépression.
Et c'était horrible parce que du coup, j'étais en dépression, mais je venais d'acheter une maison. J'avais mon chien, tout allait bien dans ma vie. Et du coup, il y avait un truc où je pouvais le dire à personne. Parce que c'est normal, tu peux pas. D'ailleurs, je suis tombée sur un article il y a pas longtemps, génial. Où, c'est toutes les phrases que les gens disent aux dépressifs, genre, mais t'as tout pour être heureux, Lolo Coste. T'as tout, quoi. Pourquoi tu seras en dépression et tout. Donc, je l'ai un peu tenue sous silence, entre guillemets, parce que grâce au réseau, j'utilise vachement les réseaux pour m'épancher hors psy. Et là, ça commençait à aller mieux parce que j'ai compris que c'était normal et j'accepte vachement mieux tout ça. Et le fait que, bah oui, en fait, on a traversé une année qui fait flipper tout le monde et que voilà, et que c'est comme ça. Et donc ça va mieux. Je suis vachement moins angoissée. J'apprécie ma nouvelle vie à la campagne et j'apprécie de revenir à Paris de temps en temps, même si c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est un peu énormément d'informations d'un coup pour moi. Ne serait-ce que le bruit, tu vois, là je suis allée bouffer en terrasse avec ma sœur et je réfléchissais à ça, en fait, elle me disait mais ça va, je commence à avoir des fourmillements dans les mains, enfin un truc typique. Et je lui dis mais il y a trop de bruit, enfin c'est fou quoi. Et elle s'en rend pas compte parce qu'elle vit là, mais quand tu ne vis plus là, il y a vraiment un truc où tout à coup tout saute aux yeux, aux oreilles, tous tes sens en fait sont exacerbés partout, vraiment quoi. Mais ouais, je trouve les terrasses, il y a rien de plus angoissant parce que t'es dans le chemin de la vie et elle te passe dessus. Ah ouais, non mais je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais, il y a vraiment un truc comme ça et c'est marrant parce que tout le monde était en transe là, des terrasses qui réouvrent et je comprends hein, vraiment. Mais moi c'est pas du tout mon truc quoi. Moi je suis vraiment contente d'être toute seule dans ma campagne et d'être dans un jardin toute seule. Mais là, je voyais juste avant que t'arrives que t'as mis en story que tu prenais le tram métro depuis première fois depuis 1 an. Et est-ce que t'as l'impression que t'as genre régressé pendant le Covid, qu'il y a des choses que tu gères moins bien ? Mais j'ai carrément régressé parce qu'en fait, je suis revenue à un stade de ma vie quand j'avais 20 ans et que justement, je commençais ma vie à Paris et que j'étais méga angoissée, claustro, agoraphobe. J'ai réglé tout ça au fur et à mesure des années, mais je te dis, j'ai tellement bien réglé que moi, il y a 1 an, j'allais partout. Hein. J'en avais rien à foutre, même de prendre l'avion toute seule, faire des trucs, l'ascenseur, tout ça, j'en avais vraiment rien à foutre. Et là, il y a eu un truc, un effet boomerang, où tout à coup, tout est revenu, et je trouve en pire. Et c'est ça qui est dur, en fait, c'est que tu te dis, putain, j'ai mis tellement d'années à régler ce problème, ça allait tellement mieux depuis 7 ans, pourquoi tout à coup, ça me retombe sur la gueule, alors qu'en plus, je suis à un stade de ma vie où tout va bien. Et ça, c'est dur à accepter. Et tu penses que ça va revenir genre beaucoup plus facilement ou tu vas devoir refaire les mêmes processus, les mêmes étapes et tout ? Non, je vois que ça revient plus facilement. Déjà, t'as des acquis, des trucs que t'as appris quand même. Ou par exemple, tu vois, il y a plusieurs années, je l'aurais pas pris ce métro. Là, au moins, je vois que je me force à faire les choses. J'évite rien, en fait. Je le fais. Parfois, c'est dans la douleur et la souffrance que je suis trop angoissée, mais au moins, je le fais. Mais non, c'est pas le même parcours. Et puis j'ai plus de 10 ans d'écart avec la nana qui était très angoissée à l'époque, tu vois. Donc c'est une angoisse différente. C'est plus aussi sur d'autres problèmes, tu vois. Le fait de, est-ce qu'on fait des enfants ? Comment on avance ? Est-ce que c'est les bons choix ? Enfin, le doute, hein, toujours, surtout. Là. Il y a moins d'espoir, je trouve. Moi, je me sens moins en lien avec l'espoir qu'à l'époque. Pourquoi ? Bah, je sais pas, à l'époque, tu vois, si ça allait pas, je me mettais au bord de la fenêtre, je fumais une clope et je pensais au mec que j'allais ken dans la semaine et je me disais, ah. Et tu sais, il y avait cet espoir et ce truc de. Toujours un peu d'espoir quand il y a une teub dans la semaine, c'est ça ? Mais bien sûr. La teub est en elle-même l'espoir. Non, mais tu sais, l'espoir de presque adolescent, de se dire, ah, lui, enfin, tu sais, les petits papillons dans le ventre et puis la clope nostalgique et de se dire, à nous deux maintenant, tu vois, maintenant il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à vivre. Et là maintenant j'arrive à un stade où, mais je pense que c'est parce que dans le fond je suis heureuse. C'est-à-dire que tout ça je l'ai eu, tous mes rêves en fait, c'est con mais cette maison j'en rêvais vraiment depuis longtemps. Le calme, la campagne, le mec avec qui je suis, mon chien, mon boulot où ça se passe plutôt pas mal. Et du coup il y a un truc où j'ai plus ce moment de qu'est-ce qu'il y a à espérer, tu vois, j'ai plus la sensation d'avoir la vie devant moi, j'ai l'impression de l'avoir derrière. Alors que j'ai que 35 ans. Mais j'ai cette sensation depuis quelques mois, là, Alors, il y a des nouveaux objectifs, hein, évidemment, il y a plein d'autres trucs, mais c'est plus comme avant. J'ai plus cette rage, j'ai plus l'envie comme avant de tout défoncer. Je m'en fous maintenant de tout défoncer. Enfin, je m'en fous d'avoir le César du meilleur film ou machin. J'ai plus le mot ambition, j'ai un peu d'ambition quand même, mais j'ai plus cette ambition-là. Et tu penses que ça va revenir ou c'est juste non ?
C'est plus ton moteur? Bah, je pense qu'il faut que j'accepte qu'il y a peut-être d'autres choses qui ont pris le pas et qui m'intéressent plus, comme être apaisé, comme cultiver des carottes. Mais ce qui veut pas dire, c'est pas parce que tu cultives des carottes que tu peux pas faire un film. Mais je pense que tu peux faire les deux. Mais j'ai plus, par exemple, je ne vais plus sacrifier de moments de ma vie personnelle pour le boulot. Et c'est quand que t'as eu ce déclic de... Bah, ça s'est fait très progressivement, beaucoup avec le Covid, hein, c'est clair. Il y a vraiment eu un truc où j'ai tout remis en perspective. Je me suis dit, bon, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux là dans ma vie? Je veux être apaisée, je veux être tranquille, je veux continuer à écrire. Et je pense que, ouais, j'ai eu ça, il y a 1 an. Et de quoi t'as envie maintenant? C'est quoi le truc que t'as pas encore réussi à atteindre totalement, mais que t'as envie de faire? Bah, la sagesse, l'apaisement, le je m'en foutisme, un truc encore plus de... Le lâcher-prise. Voilà, je crois que c'est le mot moteur pour moi, là, que je cherche à atteindre, c'est le lâcher-prise sur des événements que je contrôle pas. Et accepter que cette crise sanitaire, par exemple, je ne la contrôle pas. Et voilà, l'idéal, là, ce serait de... En fait, l'idéal, c'est de continuer ma vie exactement telle qu'elle est. Si tu me dis... Mais je crois que je l'ai déjà dit, ça, en plus, il y a quelques années, donc tu vois, comme quoi. Mais ouais, ce serait continuer à pouvoir écrire, à pouvoir produire et vivre tranquillement. Là, t'as un peu l'image que ça renvoie, c'est genre vraiment auteur qui s'est retranché à la campagne. Mais oui, non, mais c'est vrai, alors qu'en plus, c'est pas ça, parce que tu vois, je me suis pas coupée de Paris, j'y retourne. Je suis pas retranchée, je vois beaucoup plus de gens là-bas d'ailleurs qu'à Paris. Bizarrement, j'ai une vie sociale beaucoup plus importante là-bas. Parce que c'est plus facile, on a réussi à convaincre nos potes de venir dans le Perche aussi. On va les uns chez les autres, on fait de la musique, enfin on fait beaucoup plus de choses. On a beaucoup plus de temps aussi, forcément. Tu vois, tu jongles pas entre 1000 rendez-vous. Non, c'est pas un retranchement, mais c'est un... Oui, c'est vrai que ça fait ça. Ça fait ça, mais ça veut pas dire que j'abandonne mon métier. Au contraire, j'ai l'impression que je travaille beaucoup mieux depuis que je suis là-bas. Mais en revanche, que j'abandonne un peu, c'est vrai ces derniers temps, c'est la comédie. Je joue plus du tout. Et ça te manque? Bah non. Non. Ce qui me manque, c'est d'être sur un plateau, d'être le désir, le rapport au désir, d'être celle qu'on regarde, tu vois. Mais c'est très superficiel, donc en fait, au fond de moi, il y a rien qui me manque. Et faire la conne, mais ça... Mais tu le fais bien en vidéo, voilà. J'ai pas besoin d'un tournage pour faire la conne. Mais sinon, c'est vrai, non, je suis en train de réaliser, mais ça fait quelques années que je le réalise, que c'est pas vraiment ça qui me nourrit, c'est pas vraiment ça que je veux faire. J'aime bien le faire de temps en temps comme une récréation, tu vois. Mais si tu me dis, t'as le premier rôle dans un film, tu pars 3 mois en tournage, ça va me faire chier. 3 mois? C'est vrai. Avec des gens, déjà? Avec une équipe, et ensuite 3 mois où t'as pas le temps pour écrire, tu dois être à la merci de quelqu'un qui veut que tu joues quelqu'un qui n'est pas toi. Oui, c'est le principe. Bah ouais, je crois que j'ai trop envie d'être moi en ce moment, justement. Donc et t'as l'impression que c'est un peu des montagnes russes à ce niveau-là, d'avoir envie d'être soi, de plus avoir envie, d'avoir envie d'être soi, de plus avoir envie? Bah ça l'a été pendant des années, et là, ça y est, ça commence à se stabiliser. Non, j'aime bien, là. J'aime bien être moi. J'aime même un peu mon cerveau que je détestais, et voilà. Mais je commence, tu vois, à aimer progressivement des trucs. Pourquoi tu le détestais? Parce que il me causait trop d'insomnie, trop d'angoisse, trop de préoccupations qui sont ridicules, quoi. Ça me nuisait vachement. Pour moi, c'était mon ennemi. Et en fait, de plus en plus, je me dis, bah non, ça m'arrive de le détester, évidemment, mais j'arrive à l'adorer aussi parce qu'il m'aide à travailler, il m'aide à mettre mes idées en place, à avancer vraiment, quoi. Ça va vraiment être une question de citadin de ouf. Quelle ligne de métro tu préfères? Non, mais le fait d'avoir déménagé à la campagne, est-ce que ça a changé la façon dont tu te voyais et genre la façon de... Genre moi, déjà, rien que quand je change la disposition de mon salon, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne. Je comprends. Donc quand t'as une maison dans le Perche alors que t'étais à Paris, tu dois avoir l'impression d'être une nouvelle personne, en fait. Ah mais vraiment, et je tiens à le dire, pour moi, ça a été un énorme choc émotionnel. Parce que tout à coup, je ne reconnaissais plus rien. Et ma psy, elle me disait, en fait, vous ne vous reconnaissez plus du tout, vous ne reconnaissez plus votre vie. Vous ne vous reconnaissez pas en cette vie. Et il m'a fallu, ça fait que 7 mois que je suis là-bas. Franchement, ça fait 1 ou 2 mois que je me sens bien.
Mais avant, en fait, c'était comme si on m'avait plaqué une image, tu vois, un truc un peu cliché de la vie parfaite et qu'on m'avait plaqué ça. Et chaque matin, dégueulasse, mal détouré, on te colle dessus. Oui, mais beau, ouais. Bien fait, quoi. Et je me disais, mais je remettais pas en question mon choix parce qu'à aucun moment. Bon, alors attention, après, moi, j'ai gardé mon appart à Paris. Hein, enfin, tu vois, c'est pas comme quelqu'un qui va complètement tout quitter. Puis le Perche, c'est pas loin, en vrai. C'est à 1h30, donc ça va. Mais quand même, tout est rituel, toutes tes habitudes sont bouleversées. Alors, on l'a fait au moment où il y avait les confinements, donc c'était beaucoup plus facile, puisque de toute façon, on pouvait plus sortir, voir personne. Mais ça chamboule, parce que tout à coup, ne serait-ce que l'espace. Tout d'un coup, tu passes d'un appartement minus à une maison qui est plutôt grande, tu vois, ne serait-ce que ça. Mais comment tu gères cet espace ? Cet espace, c'est toi aussi, tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est fou, j'ai un bureau. J'ai une pièce à moi, quoi, c'est mon bureau. Pareil, les chambres, je me disais, mais en fait, on pourrait changer de chambre tous les soirs si on voulait, tu vois, et un truc comme ça. Les Parisiens en PLS. Tellement. Mais donc, ouais, c'était émotionnellement. Enfin, ça fait vraiment connasse de dire ça. Ah, t'es émotionnellement bouleversant d'avoir une maison. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a rien à voir avec la vie que je menais avant. Mais enfin, j'ai gardé certains repères comme, c'est con, le yoga, travailler le matin, courir, tout ça. Ça, c'est des repères et des piliers dans ma vie qui sont là. J'étais avec mon mec qui est aussi quand même quelqu'un qui est là, avec qui est un repère aussi pour moi. Mais tu perds tous les autres repères. Ton emploi du temps, je me dis souvent ça, mon emploi du temps n'a rien à voir. Parce qu'à Paris, tu vois comment ça se passe. C'est que tu fais ton podcast, ce soir tu vas jouer sur scène, après tu vas faire ta chronique sur France Inter, après tu rentres machin. Et c'est ça, cette ponctuation-là, et moi c'est ce que je kiffais aussi, et bah ça je l'ai moins. Je l'ai même plus, parce qu'en fait maintenant je travaille le matin, et l'après-midi je fais tout sauf lire ce que j'écris, ou je fais du jardinage, je lis d'autres trucs, je m'aère, ou je tourne des conneries. Mais rien à voir, tu vois, avec... Donc du coup, le temps, il se déroule vraiment d'une façon très différente. Ça va beaucoup plus lentement, donc c'est beaucoup plus rassurant. Il y a un truc où t'as l'impression de contrôler un peu ton temps. Et voilà, après, j'ai encore un peu des petites paniques quand il faut se remettre dans le circuit de... Là, tu vois, je suis arrivée tout à l'heure, j'ai un déjeuner, je viens de voir, ensuite j'ai un café, ensuite je me fais ma soirée solo. Et demain, c'est ça. En fait, j'ai peur alors que c'est ce que j'ai toujours fait. Et t'as pas eu peur du vide au début ? Ouais, si. J'avais peur du vide, mais en fait, j'étais tellement angoissée à ce moment-là, j'étais tellement remplie d'angoisse que c'était impossible de ressentir du vide tellement j'étais pleine de ça. Et je suis quelqu'un, enfin, en vrai, que je m'ennuie vraiment jamais. Donc, j'avais pas peur de l'ennui. Le vide, c'est différent. Mais oui, j'avais peur. Après, tu sais, reparlons-en aussi dans 3 ans. Hein, parce que c'est facile de dire tout ça au bout de 7 mois d'une nouvelle vie. Mais le temps que ça se mette en place, c'est ce que je dis toujours. Je dis, ça se trouve, en fait, dans 3 ans, j'en aurai marre. Mais bon, néanmoins, je crois que là, je trouve un équilibre qui me va bien. Parce que moi, je suis une fille de la campagne de base. Et c'est un truc... C'est un truc qui m'a toujours manqué, c'est un truc où... Voilà. Si je peux aller à Paris comme ça pour le boulot, c'est formidable de ne pas y vivre. Désolée pour tous les... Non, mais il y a plein de gens, ma sœur, elle est parisienne, elle adore Paris, et quand elle vient, tu sais, elle est un peu déboussolée, quoi. Je lui dis, tu veux m'aider à planter un truc ? Tu veux qu'on aille se promener ? À la flemme, quoi. Tu parles comme un enfant, en fait. Hein ? Tu parles. Oui, ça c'est... Tu vois, c'est un rôle que je me suis prise aussi, c'est que tout à coup, j'ai vraiment eu la sensation de devenir adulte avec cette maison. J'avais pris un crédit sur 20 ans, quoi. Mais comme, tu vois, je t'ai dit, c'est fou quand une offre, elle est acceptée, et c'est vrai, c'est fou. Et c'est vraiment un pas dans le monde des adultes. Ouais. C'est ta maison, quoi. C'est toi qui reçois tes parents. C'est un délire, ça. Ah, j'avais jamais pensé à ça. Ouais, et je peux te dire que c'est chaud, parce que ça veut dire que quand toi tu vas chez tes parents, tu peux être l'enfant et tu peux te casser quand tu veux. Quand ils viennent, tu dois être l'adulte, mais t'es traité comme une enfant, et en plus, c'est eux qui décident quand ils se cassent. Donc du coup, tu subis. Tu subis. Oh waouh. Ah putain, je suis contente qu'ils soient séparés comme ça, c'est jamais 2 à la fois. Ah oui, tu les auras pas en même temps. Ouais, non. Oh putain, quelle chance. Je pense que c'est dans Genre Humaine, à un moment, non, c'était dans Fantasme.
Il y a une phrase qui dit c'est une femme qui arrive pas à être une femme, mais plutôt adolescente non plus. Un truc du style. Ouais. C'est ma vie, ça. Toujours maintenant ou là, t'es passée... Un peu justement, et je pense que mes angoisses dernières, au-delà de la crise, sont générées par ça. Par ce statut qui me fait très peur. C'est-à-dire que ça y est, j'ai compris que j'étais plus ado. Là, ça y est, je l'ai compris. Mais je veux pas être adulte et du coup, il y a comme un truc de je veux pas y aller. Et en même temps, il y a tout autour de toi qui fait que t'y es, que tu le veuilles ou non, en fait, que t'y es. Et alors après, il y a toute la... Qu'est-ce que c'est être adulte ? Et en fait, je travaille beaucoup sur ça en ce moment. Pourquoi je le vois comme un truc péjoratif ? Pourquoi ça me fait peur ? Ça me fait peur parce que ça me ramène à la mort. De toute façon, tout est toujours lié à la mort ou au cul. Et tu préfères quoi ? Et du coup, ouais, c'est ça. En fait, être adulte, c'est vieillir. Donc, c'est ça qui m'angoisse beaucoup. C'est que là, tu vois, la maison, c'est une projection de ma vie d'adulte. Donc, j'imagine des enfants, peut-être que j'aurai, et que eux-mêmes vont mourir. Et le cycle de la vie, en fait, ça te confronte à ça. Tu vois, tes parents qui viennent chez toi et qui te demandent si t'as une serviette de bain. Et ben, je te jure que le sous-titre c'est ça y est, bientôt nous allons mourir. Et en fait, ça y est, ça s'est inversé. Tu vois, c'est plus toi qui demande la serviette de bain. Et ça, je trouve ça dur à encaisser. Pour moi. Je comprends. Sur quoi tu bosses en ce moment ? En ce moment, je bosse sur... alors, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Je crois. Si, j'ai peut-être le droit. Si t'as pas le droit, tu me dis. Non, mais si, c'est chiant. C'est chiant, les gens qui disent « Alors, je suis Sam, j'ai pas le droit de dire !» Tu sais, genre, ça crée juste une attente. Genre Humaine a été acheté par une chaîne. Allez ! Ouais, donc ça va plus être... Ça va plus s'appeler Genre Humaine, en tout cas. On repart sur un objet neuf, mais qui va être... En 47 épisodes. Qui sont chacun un plan séquence coupé en 47. Voilà, c'est à peu près ça. C'est ça. C'est un nouveau concept. Non, mais en gros, maintenant, ça va être vraiment traité comme une série, en fait. Alors, il y aura toujours le plan séquence, il y aura toujours... c'est des sujets qu'on a déjà abordés. Mais il y a une vraie histoire avec une héroïne qu'on va suivre du début à la fin, qui va connaître des péripéties. Et c'est plus les petites... Parce que c'était très anecdotique, Genre Humaine. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aimais. Mais j'avais pas créé de lien, j'avais pas... Tu vois, c'était... C'était quand même une histoire. Enfin, il y avait quand même une suite... Ouais. Mais je veux dire, si tu pouvais tomber sur un épisode au hasard, tu pigeais tout, quoi. Oui. Là, il y aura vraiment plus une histoire et voilà. Bon, c'est une série, quoi. Beaucoup plus. Ça va rester le même format 10 minutes Ça va peut-être être 15. Ok. Ouais, ça, on n'est pas encore... Donc, du coup, je travaille sur ça en ce moment, donc c'est hyper excitant. J'ai peur parce que c'est différent, ça va être différent, j'imagine, d'avoir une chaîne. J'ai peur des contraintes. J'ai peur de pas y arriver, j'ai peur d'être dénaturée dans ce que je veux faire, et en même temps je suis méga bien entourée, j'ai des producteurs qui sont, enfin vraiment j'ai de la chance. Les mêmes. Ouais, c'est toujours les mêmes, et c'est coproduit par la Blogothèque et qui sont charmés aussi, je les adore. Et ils sont très humains en fait, ils vont jamais, je sais, me pousser à faire un truc juste pour que ça marche. Donc je les adore, donc je bosse sur ça. Et en parallèle, là, je suis en train de bosser sur un long métrage, mais sur une commande, mais qui est vraiment chouette, sur une idée trop cool. Okay. Donc je verrai où ça va. Et ça, j'aime bien. Parce que du coup... scénariste ou tu... Ouais, scénariste. Ok. Mais pour l'instant, je suis toute seule, mais j'espère après créer un petit pôle auteur quand on passera au dialoguer et tout, parce que je trouve ça plus... Enfin, ça me manque quand même de travailler avec des gens. Quand c'est Genre Humaine, tu vois, que c'est mes projets perso, j'adore travailler toute seule. Mm-hmm. En revanche, quand c'est des projets de commande et tout, moi, je pense que c'est important d'être à plusieurs. Mm-hmm. Et écoute, et puis mon roman, là, où j'attends, mais aujourd'hui, d'ailleurs, la réponse de l'éditeur pour savoir si ça le fait ou pas. Donc, quoi, parce que là, t'as déjà signé ou t'as envoyé... Non, justement, j'ai pas signé. En fait, il est écrit. Donc, c'est ce que je faisais dans ma maison ces 6 derniers mois, c'était écrire ce putain de roman, parce que j'avais enfin le temps. Genre Humaine était en attente, j'avais pas eu la réponse, et voilà, j'étais que sur ça. Et en fait, c'est marrant, j'ai commencé à écrire, et une semaine après, un éditeur m'a écrit sur Insta pour me dire « Ah là là, est-ce que vous voudriez pas écrire un roman ?» Je dis « Bah c'est fou, j'ai commencé il y a une semaine, je l'avais dit à personne. » Et voilà, maintenant j'attends de savoir si on signe ce que j'ai envoyé les pages là. Donc, ok, trop bien, bravo. Merci.
Donc voilà, ça, c'est mes petits trucs que je fais en ce moment. Et tu disais pour Genre Humaine, maintenant que ça a été acheté, t'as peur d'être t'es control freak. Point d'interrogation. Ah oui. Comment tu gères justement le fait... Déjà pour moi, l'audiovisuel, c'est le pire endroit où être control freak parce que tu dois toujours te vendre auprès de gens qui n'ont pas les mêmes objectifs que toi. Et donc pourquoi est-ce que c'est ça ce milieu-là qui t'attire alors qu'il y a beaucoup plus de liberté, je sais pas, genre sur scène ou machin. Pourquoi c'est ça qui t'attire ? Bah parce que sur scène, j'ai peur. Tout simplement. J'ai essayé, hein. Mais non, mais tu pourrais écrire pour la scène. Ah oui, je pourrais, c'est vrai. Je suis très attachée à l'image, je suis très attachée à... J'aime trop filmer, j'aime trop monter même, tu vois. Même l'étape du montage, ça me fascine. J'adore la scène aussi, mais c'est vrai que j'ai pas le même amour. C'est vraiment très fusionnel avec l'image, avec l'audiovisuel, avec le matériel, avec les caméras, avec les lumières. En fait, je trouve ça fascinant, tout ce qu'on peut faire, et je trouve ça... Et je crois qu'il y a un truc où je me dis que ça reste, plus que sur la scène, où le côté éphémère me fait très peur de la scène, où c'est pas capturé, tu vois. Et là, il y a un truc où c'est capturé, ça y est, il y a un truc de c'est-mis quelque part. Sur la scène, quand j'avais fait un an, et du coup, j'avais écrit des passages où je testais plein de petites... comment on dit des scènes, tu sais, des trucs... des tremplins d'humoristes, c'était horrible. Pourquoi c'était horrible ? Parce que j'avais trop peur. J'avais trop peur et que je me sentais pas du tout à ma place. Je me sentais imposteur au possible. Et tu vois, je parlais à l'époque, mon père avait eu son cancer et du coup, je parlais de ça et je m'étais dit, ça va me faire du bien. Comme ça, je vais le dégager en mode drôle, entre guillemets. Et c'est marrant parce que j'avais jamais la sensation à la fin du show et tout. Je rentrais chez moi, j'avais pas la sensation de m'être libérée de quelque chose. Tandis qu'avec l'audiovisuel, j'ai la sensation de m'être libérée parce qu'en fait, j'aurais plus à y retoucher, tu vois. Genre Humaine l'annonce quand il annonce son cancer. Ça a été mis là. Et maintenant que c'est là, j'aurais plus. C'est tourné, c'est dans la boîte, j'aurais plus à y retoucher. Okay. Et d'ailleurs, je te dis ça, je vais y retoucher puisque ça va être le sujet de la série. De la nouvelle série. Mais tu vois ce que je veux dire ? Cet acteur est incroyable. Mais je l'adore, Arnaud Chevrier. Incroyable. Ouais. Casting Arnaud Chevrier. Il est arrivé vraiment en 10 secondes. J'ai dit, ok. Mais bon, j'espère, il est même pas au courant là qu'on a signé parce que faut que je l'appelle, mais il est parti faire un tour du monde en bateau et j'espère qu'il sera rentré pour le tournage et qu'il sera chaud, quoi. Et vous tournez quand ? Ah écoute, je sais pas, là on doit rendre tout en octobre. Ok. Mais après, tu sais, les dates, ça peut tellement changer justement quand t'as une chaîne parce qu'ils peuvent tout là, pour le coup, faut que j'accepte que je contrôle pas du tout. Mais ça, c'est dur parce que c'est vrai qu'avec YouTube, ce que je kiffais, c'est t'as une idée, tu réunis des gens, ou même tu réunis de l'argent. Le CNC, évidemment, c'est contraignant et c'est long et tout, mais au final, tu contrôles un peu le truc. Tu dis, bon, bah, on a cet argent, on fait la prod, on lance la prod là, ce mois-ci, puis le mois d'après, on tourne. Là, c'est jamais de la vie, c'est moi qui vais dire ça, quoi, tu vois, c'est... Et quand vu que là, je suppose que tu dois prendre en considération leur avis sur ce que t'écris, sur ce que tu fais, t'as pas... ça t'angoisse, ça te dérange, ça te fait quoi d'avoir l'avis de gens alors que tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu veux ? Bah, je suis très orgueilleuse en plus, et ça, c'est un gros défaut que j'ai. Je suis en train de travailler là-dessus aussi. Parce que je me rends compte que là, le dossier qu'on a écrit, j'ai été aidée par mes producteurs et c'est 1000 fois mieux. C'est bien, c'est vraiment bien en fait. Et d'avoir été avec plusieurs avis. Après, je prends ce qui me plaît. Et quand je veux vraiment imposer un truc, de toute façon, je te dis, ils sont chambés, mes producteurs. Moi, jamais ils vont me dire ah non, mais ça va pas et tout. Eux, ils m'encouragent à défendre mes idées. Tu vois, ils iront jamais contre moi. Donc je sais que je les ai de mon côté. Après, j'ai pas vécu encore le retour de chaîne. Parce que là, on commence que maintenant. Donc ça va être une autre histoire. Si la chaîne, j'en sais rien, qu'est-ce qu'ils peuvent dire ? Ils peuvent dire le pire qu'on puisse me dire sur cette série, et on me le dit beaucoup, c'est il y a pas assez de cliff. De quoi ? Ah, de cliff. Ouais.
Salut, ici la Fanny du montage. Pour ceux qui ne situent pas, quand elle dit cliff, elle parle de cliffhanger, donc de, par exemple, mettre un événement de fou, plein de suspense à la fin d'un épisode pour que les gens soient hyper excités à l'idée de regarder le suivant. Ça, c'est ce qu'on dit côté diffuseur, côté producteur. Il n'y a pas assez de liants, il n'y a pas assez de cliff. Bon, mais Master of None, il n'y a pas de cliff, quoi, merde. Quelle saison? Toutes? J'ai pas vu la dernière encore. Tu l'as vu? J'ai commencé. T'aimes pas? Bah, j'ai trop hâte de la voir. Premier épisode qui dure genre 1 heure. Il se passe rien. Ah merde. Tu peux aller pisser, tu peux machin. Ah ouais? Honnêtement, je l'ai trouvé assez... Ça... et je sais que je vais me prendre des tweets genre t'as pas compris, probablement, mais il y a plein de trucs où juste c'est très contemplatif, chiant, machin. Et puis à partir du 2e, 3e, l'histoire, enfin genre il change un peu la perspective et là je trouve ça devient 1000 fois plus intéressant. Et voilà, je pense que je suis au 4e ou 5e. Ah ouais, moi j'ai trop hâte de le commencer, mais parce que les 2 premières saisons, mais je sais que ça n'a rien à voir. Ouais. Parce que là c'est sa pote du coup qui a écrit aussi et qui joue. Mais c'est le genre de série que moi j'adore quand il se passe pas grand chose, mais qu'il se passe des trucs, des détails en fait. Moi j'adore quand t'es dans le quotidien des gens. Mais ça se voit. T'as un épisode, mais je pense que c'est plein de gens ont dû te dire que c'était leur préféré, mais celui avec Carlito. Ah ouais. Dans la bagnole. Bah il est lumineux. Celui-là, ouais, c'est vrai. Il est beau, il est doux, puis la fin, quand il y a ce plan où c'est juste toi qui souris dans la bagnole après qu'il soit sorti, mais il est tellement beau. Et c'est du quotidien. C'est un truc qu'on a... Moi, je l'ai jamais vécu, mais que j'aurais adoré vivre, par exemple, tu vois. Et où que forcément des gens ont vécu. Et c'est ça, moi, les cliffs, ça me fait très peur. Enfin, ça me fait très peur de faire des cliffs pour faire du cliff. Après, je comprends la notion de liant et tout, Mais surtout, c'est parce que c'est pas naturel. Voilà. Dans la vie, il n'y a pas de cliffhanger. Exactement. Bah non, il n'y a rien. Et c'est ça, exactement. Mais donc, c'est vraiment... Là, c'est l'idée que je veux pas lâcher. C'est ne pas que ça se transforme pas en... Previously. Ouais, grave, non mais c'est ça. Enjoyment. Lolo va-t-elle se remettre de l'annonce du cancer de son père? C'est tellement ça. Mais après, enfin, la chaîne avec qui on a signé, c'est une chaîne qui est trop géniale. Et je pense pas du tout. Je pense que ce qu'ils aiment aussi, c'est ça. Et donc c'est... c'est ça. Wow. Est-ce que tu veux que je bip le nom de la chaîne? Bah non, je pense que c'est bon. Ok. Je te dirai demain matin ce que je vais demander à mes prods, mais je pense que c'est bon. Okay. Attends, j'avoue, j'ai dit quoi? J'ai juste dit... Mais t'as dit... En fait, t'as sous-entendu qu'il s'occupait plus du résultat artistique que de comment ça va être... En vrai, c'est la seule chaîne. Moi, c'était la seule chaîne que j'imaginais. Enfin, je n'imaginais pas d'autres diffuseurs. C'est peut-être... Ouais. Mais sinon, comment tu veux? T'allais devoir changer tellement de choses. Ah ouais. Non, mais c'est sûr. Là, ils changent quasi rien. Enfin, tu vois, sur ce qu'on a... Ils disent juste plus de profondeur, de liant, mais ils nous amènent vers un truc... Je pense qu'ils vont nous emmener vers un truc qui est mieux. Et là, c'est là où moi, je dois mettre mon orgueil de côté et dire, en fait, ces gens-là, ça fait des années qu'ils travaillent. En fait, je kiffe leur série. Et pourquoi je kiffe leur série? Parce que s'ils sont derrière, donc moi, là, il faut que je me... Tu vois. Et comment tu fais? Comment tu mets cet orgueil de côté? Mais je sais pas, hein, franchement, je sais pas. En fait, comme j'ai pas vraiment commencé, je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Je pense que je suis quand même toute seule sur le truc, tu vois. Ça va plus être des conseils, des bah là, ce serait bien que le père, quand même, il ait un... comment ils disent les conseils? Décès. Spoil. Non, mais qu'il ait... merde, comment on dit? Qu'il y ait des obstacles. Ouais. Là, ce serait bien que elle... tu vois, je pense que ça va plus être des trucs comme ça. Oui, c'est vrai que moi, sur la structure, je sais que j'ai plus de difficultés. Parce que je réfléchis jamais en termes de structure, je réfléchis en termes d'émotion. Et donc, du coup, quand tu réfléchis en termes d'émotion et que tu veux retranscrire ça, la structure, tu t'en bats les couilles. Donc, comment t'écris? C'est quoi? Ça part d'où? Ça part d'une idée, d'un ressenti? Ça part soit d'une scène... l'épisode de Carlito, typiquement, j'avais envie de tomber amoureuse. J'avais trop envie. Et du coup, je me disais, ce serait quoi? Tiens, j'avais fait un rencard une fois dans un taxi, mais c'était nul. Un rencard complet dans un taxi? Enfin, non, je veux dire, il m'avait ramené chez moi, c'était nul à chier, c'était le malaise. Et je fais, comment je pourrais faire en sorte que ce soit pas nul et que ce soit génial? Et en fait, j'ai pris un mec que j'avais rencontré, que j'avais trop aimé, un autre mec que j'avais rencontré, que j'avais trop aimé,
la situation du taxi et j'ai mélangé tout ça et j'ai écrit ça. Et parfois, c'est aussi de l'urgence. L'annonce du cancer, c'était une urgence, mais je l'ai écrit longtemps après, genre au moins 3 ans après qu'il ait fait cette annonce. Mais comme pour le dégager ça, tu vois. Et après, là, par exemple, sur le long métrage où c'est de la commande, comme c'est pas personnel, et bah là, c'est un truc beaucoup plus scolaire. Beaucoup plus, où là, je vais beaucoup plus réfléchir à la structure, où je vais lire des... T'as des petites cartes. Ouais, non, mais c'est ça, je vais lire des livres sur ça. Les adjuvants. Exactement. Où je vais vraiment être très studieuse, où je vais me dire, bon, bah attends, réfléchis, là, t'écris une comédie romantique, c'est quoi la structure ? Là, il y a le conflit, là, il y a la rencontre, là, elle tombe amoureuse, et là, qu'est-ce qui se passe ? Et là, c'est beaucoup plus... Mais c'est tout aussi... C'est plus stressant, moi, je trouve, cette façon. Ah ouais ? Ouais, le côté scolaire me stresse plus, de toute façon. Pourquoi ? Parce que t'es jugé, alors que quand j'écris avec mes émotions, moi je m'en fous si on me dit que c'est pas bien, je dirais moi je m'en fous, en fait c'est exactement ça que je veux dire, donc... Ah ouais, et t'as pas ce truc de si les gens n'aiment pas ce que j'ai produit, ils m'aiment pas moi, et donc ça me... Non, pas trop. Ok. Non, bah non, s'ils aiment pas, c'est ah bah je suis nulle, bah j'arrête de faire ce métier. C'est plus ça, tu vois. Ok. Dans le même délire. Moi, la moindre réflexion, de toute façon, que tu peux me faire sur mon travail, et d'ailleurs, à chaque fois, je dis au producteur, c'est la phrase que je dis toujours, n'hésite pas à me dire que c'est de la merde, j'en ai rien à foutre, j'ai aucun ego. Mon cul. Mon cul. Si tu me fais la moindre réflexion, et bah je vais ressasser pendant des jours en mode, mais en fait, je suis nulle. J'ai pas été capable de créer ce conflit, j'ai pas été capable de faire ça. Je suis nulle. Mais pourquoi tu dis, n'hésite pas à dire que c'est de la merde alors ? Mais parce que ça, c'est mon masque. C'est mon masque de je suis une autrice trop cool, travaillez avec moi. Travaillez avec moi, vous n'aurez jamais de problème. Vous aurez toujours votre texte en temps et en heure. C'est mon côté bon élève. J'ai un côté très bon élève. Ouais. Où, des intercalaires de couleurs et tout. Non, mais un côté où je rends en temps et en heure. Je vais rendre plus que nécessaire. Et je vais travailler plus que nécessaire. Je vais travailler plus que les autres. Pourquoi tu compenses ? Enfin, qu'est-ce que tu compenses ? Bah, je compense le trauma de l'école, en fait, je crois, où j'étais nulle. Enfin, on disait que j'étais nulle, tu vois. Parce que je travaillais pas. Donc, je crois que je compense ça aussi, des années où j'ai pas travaillé. De dire, regardez, vous êtes tous trompés. Regardez, Madame Ensika, vous êtes trompés. Tu vois, mes parents, vous vous êtes trompés. Regardez, j'y arrive. C'est ça, en fait, je crois. Le syndrome de la bonne élève. Il y a une scène... C'est à la fin de la saison 2 de Genre Humaine, quand t'es à l'hosto avec ton père et qu'il est pas très cool avec toi, puis quand son pote rentre dans la pièce, il est comme « Ah, c'est ma fille, elle vient de sortir une BD et tout », et ça m'a fait « Ah !» Ça m'a un peu genre serré le cœur comme ça. Je sais plus pourquoi je disais ça. Mais parce que c'est la différence entre l'action et ce que tu dis. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est un paradoxe très fort que j'ai en moi où je vais dire des choses qui sont complètement fausses. Je mens tout le temps. Enfin, si tu me rencontres dans la vie, tu te dis vraiment, putain, mais elle est trop sûre d'elle, cette meuf et tout. Mais mon cul. Moi, je donne toujours l'impression de tout gérer. Mais pourquoi tu fais semblant, enfin... Mais je fais pas exprès. Je crois que c'est une déformation de... Déjà, moi, mes parents, c'est des gros mythos. Enfin, pas mon père, ça va. Ma mère, c'est mytho, mais sur des trucs cons. Genre, elle va dire qu'elle a eu une conversation avec le boucher et en fait, jamais elle l'a eu. Tu vois, alors moi, je fais pas des mythos comme ça. Hein. Mais c'est plus... Je crois que c'est des mythos à moi-même. Je crois que ça me fait du bien, tu vois, de dire à un producteur, vas-y, démonte-moi mon texte, je m'en fous, j'ai pas d'ego. Et bah ça me permet, quand il le fait, s'il le fait, de me dire bah ouais, mais bah c'est comme ça, ma vieille, t'as pas d'ego, on s'en fout, allez, on avance. Et c'est une autre personne en moi qui est importante pour mon équilibre et qui me permet finalement de réussir entre guillemets, tu vois. Fake it till you make it. Ouais, voilà, exactement. Exactement. Je connais. Et comment tu... c'est pas toi qui as réel Genre Humaine, mais c'est quand même toi qui fait globalement tout, qui dirige les acteurs et qui joue. Comment tu fais pour arriver à tout faire, en fait, avoir un œil sur tout en même temps heureusement que j'ai Amaury sur la saison, en fait, parce que c'est lui qui me dirige déjà. Ok. Parce que moi, je peux diriger les autres et je sais exactement ce que je veux. En revanche, j'ai pas de recul sur moi. Donc heureusement qu'il est là. C'est lui aussi qui a des idées chamées tu vois, sur l'épisode avec Julien Pestel où on est au resto.
Il y a un moment, il y a... Des miroirs. Ouais, bah c'est lui, tu vois, cette idée-là. Et heureusement, parce que je pourrais pas, sinon ce serait pas aussi bien. Et là, la prochaine saison, enfin la nouvelle saison, on la co-réalise ensemble, parce que moi, j'ai vraiment envie de m'investir dans la mise en scène, et parce que j'ai des trucs aussi, et je trouve ça cool d'être à deux. Et mais comment tu fais ? Bah, tu te... Merde, comment on dit ? Tu te démembres, enfin, tu te disperses. Forcément. Tu te tu prends ton bras, là, tu le coupes. Non, mais tu te disperses un peu, forcément. Mais... Et en même temps, tu vois, sur Genre Humaine, en tout cas, une fois que c'est écrit. Mon rôle d'autrice, il est fini. Après, j'arrive sur le plateau. Moi, j'ai fait les répètes en amont, j'ai dirigé les acteurs. Comment ça se passe concrètement ? T'écris un épisode et puis quoi ? Donc vous faites une lecture avec les comédiens ? Ouais, des grosses lectures où je leur dis est-ce que vous metteriez ce mot ? Et je leur demande vraiment de rajouter leur putain, bon bah quoi, tu vois, toute leur façon de parler pour que ce soit vraiment très réaliste. Je leur demande s'il y a une phrase qui sente pas, de l'enlever ou de la transformer pour que ce soit le plus naturel possible. Et ensuite, arrivé sur le plateau, en règle générale, on a eu le temps de répéter, donc en fait, ça roule. Et moi, une fois que je suis sur le plateau, mon seul rôle, c'est actrice pour le coup. J'oublie que j'ai écrit, j'oublie les acteurs, je fais pas attention à leur jeu, je les écoute comme une actrice qui écoute un acteur. Et à partir de là, en fait, c'est une petite organisation bien ficelée. On dirait que t'as étudié un argumentaire. C'est une petite organisation bien ficelée. C'est la bonne élève qui revient. Question con et très pragmatique, mais combien de fois vous devez tourner un épisode de Genre Humaine, vu que c'est en plan séquence ? Écoute, en général, on faisait entre 7 prises et 12. Donc tu le refais à chaque fois, 12 fois. L'épisode Chimio, vraiment, Arnaud, il en pouvait plus. Chimio, Ah oui, ouais, il en pouvait plus, c'était 12 fois. En plus, c'est l'épisode le plus long. Je crois qu'il dure 11 minutes et on l'a fait 12 fois. Mais l'annonce aussi, il en pouvait plus parce que c'est un acteur qui, quand il répète, il joue. Tu vois, il joue pas bas. Tu sais, t'as des acteurs, normalement, en répète, tu donnes pas le maximum, tu donnes 30%, quoi. Lui, putain, il est à 100% tout le temps. Donc, en fait, toute la matinée, il avait répété en hurlant. Et tout l'après-midi, bah, forcément, au bout de la 7e prise, il en avait marre, quoi. Ouais. Mais vachement moins fatigant qu'un tournage découpé. Bah, j'imagine, ouais. Parce que le tournage découpé, tu refais le truc, mais tellement de fois, sous des angles différents et tout. Moi, ça me... En plus, en tant qu'acteur, t'attends que les lumières se déplacent, que les machins... Là, c'est génial. T'as ton set qui est installé, t'as ton équipe qui a travaillé son mouvement, tu vois, et t'y vas. Et ça rejoint du coup la scène et le théâtre, et le côté un peu furtif que je kiffe. J'ai l'impression que, par rapport à avant, où tu faisais plein de vidéos avec Golden, t'étais sur plein de projets, de web-séries et tout, que maintenant tu fais moins de projets, mais c'est des choses beaucoup plus ambitieuses. Moi, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à faire, de dire non aux petites choses qu'on me propose pour me laisser du temps pour les choses importantes. Parce qu'il faut toujours que je comble le vide et que je me dis ouais, on me propose un truc, c'est qu'on attend un truc de moi. Donc comment toi t'as réussi à te dire ok, non, là je vais me concentrer sur un truc que moi j'ai envie de faire, ça va prendre le temps que ça prendra, mais au final ça va être chambé. Mais j'étais exactement comme toi, à dire oui à tout, et du coup je me retrouvais mais avec des plannings, mais je te jure c'était n'importe quoi, et du coup j'avais le temps de rien faire en profondeur. Mais quand même, je suis contente de tout ce que j'ai fait sur ces années-là. Et en fait, ça s'est fait très progressivement, bizarrement. Le Covid a trop aidé, encore une fois, parce que tout à coup... du coup. Ouais. Okay. Bah, disons que ça fait 2 ans que je commence à refuser déjà des trucs, que j'arrive à dire non. Chose que je ne faisais pas du tout avant. Je me retrouvais sur des tournages pas payés, juste parce que c'est des potes et tout. Et oui, c'est cool, mais c'est vrai qu'à un moment, si tu dis oui à tout ça, bah, t'as plus le temps pour tes trucs. Et... bah ouais, je crois que c'est un peu encore... C'est vrai que j'avais amorcé ce truc-là, ce désir, et c'est le Covid qui a ancré ce machin-là, où en fait j'ai eu beaucoup plus de travail en tant que scénariste déjà. Et chose qui était... J'en avais un peu, mais c'était surtout moi qui me créais mes trucs. Donc déjà, j'ai eu beaucoup de commandes, de télé, de machin. Donc je me suis mise à travailler aussi pour d'autres gens. Et de télé, c'est-à-dire bah, des chaînes qui veulent... J'avais créé une série, une bible de séries pour... Là, pendant le confinement, ça s'est pas fait, pour France 2. Parce que ça parlait de vieilles personnes, et ils ont trouvé que ça foutait le cafard, alors que c'est eux qui voulaient de vieilles personnes, mais bon. Anyway. Et du coup, je crois que d'avoir eu ces projets, il y a un moment où en fait, t'as vraiment plus le temps. Si tu veux
créer, si tu veux écrire, tu peux plus accepter tous les tournages. Et comme je te dis, je crois qu'il y a eu progressivement un truc où je m'ennuyais un peu en tournage. Et ce truc, à chaque fois que j'étais sur un tournage, je dis, mais c'est chiant, je vais pas pouvoir écrire aujourd'hui. Et à partir du moment où tu as cette pensée, à partir du moment où tu es en train de faire un truc et que tu as envie de faire un autre truc, c'est moyen, tu vois. C'est comme coucher avec un mec et penser à un autre, tu vois. À partir de là, c'est moyen. Donc ça s'est pas fait d'un coup, mais ça s'est fait, je dirais, là, ça s'est bien ancré sur cette année, quoi. Attends, moi, pendant le Covid, j'ai eu genre l'effet inverse d'accepter encore plus les trucs parce que je me disais, mais j'ai pas de scène, donc il faut que je comble de ouf. Oui, mais bien sûr. Et je me retrouvais avec du taf de déglingo. Je pense que je bossais plus que hors Covid, quoi. Mais moi aussi, j'ai beaucoup plus travaillé, mais j'ai accepté toutes les commandes de scénarios et de séries. De toute façon, on pouvait pas tourner. Mais il y a quand même un tri qui... Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est sûr que... surtout si tu fais de la scène, tu devais avoir un vide monstre. Puis la peur de quand est-ce que je vais reprendre, quand est-ce que... Ouais. Mais il y a peut-être ça, tu vois. Finalement, je me dis que... Est-ce qu'inconsciemment, je fais pas ça parce que, au final, ça marchait pas de ouf en tant qu'actrice, tu vois ce que je veux dire? Tu trouves? Je tournais, mais je veux dire, j'ai jamais eu un rôle de ouf quelque part, tu vois. Mais en termes de satisfaction de ton travail, t'étais contente de ce que tu faisais? Je me suis jamais dit, waouh, là, c'est vraiment génial. Alors qu'avec l'écriture, je peux avoir ça des fois. Des fois, je peux écrire un truc et se dire, là, je suis contente de moi. Tandis que je ne pense pas je pense que je suis une comédienne moyenne, mais je ne pense pas être une très bonne comédienne. Enfin, je pense pas avoir quelque chose en plus d'une autre, tu vois ce que je veux dire? Et ça, il m'a fallu grave du temps pour l'admettre. Normal. Mais peut-être que finalement, est-ce que je me suis pas foutue du côté de l'écriture aussi parce que je voyais que ça marchait pas forcément comme je voulais. Puis il y avait un truc où, moi, dépendre des autres, moi, mes respects à ceux qui sont que acteurs. Parce que vraiment, tu ne dépends que du désir des autres. Et surtout, donc tu passes ta vie à attendre ou à jouer des... Enfin, je trouve ça vachement moins satisfaisant que de te dire, tiens, ça, c'est mon roman. Je l'ai écrit, c'est moi qui l'ai écrit. C'est fou. Moi, je trouve ça fou. Ou quand je vois rien et maintenant, il y a quelque chose. Mais oui, quand tu vois des humoristes sur scène, quand tu vois des spectacles, moi, je suis tellement admirative de ça. Moi, j'ai jamais eu d'admiration pour les acteurs. Jamais j'ai vu un film en me disant... Tu dirais que, par exemple, Pierre Ninet, c'est une grosse merde. Mais non, mais j'adore, il est beau, j'ai envie de le baiser, j'adore le voir. Mais je n'ai pas... j'ai pas d'admiration. C'est-à-dire que j'irai jamais demander un autographe à Ninet ou à Cotillard, alors que je les adore. Ils me disent... ils sont très bons, ils sont merveilleux. Parmi tant d'autres. Là, j'ai vu Anthony Hopkins dernièrement dans The Father, ça m'a bouleversée. Je trouve ça formidable, mais je n'ai pas d'admiration. Moi, j'admire... j'admire Alice Zéniter, je le dis bien? Oui. Ok. J'admire... J'ai cru que t'as dit réaliser et je trouvais ça incroyable. Ça aurait été génial. Alizé, quoi. Merde, moi, Lolita. Qui a fait mieux depuis? Non, mais je vais admirer... moi, je suis une connasse d'intello. J'admire Balzac, j'admire Gary, j'admire Dostoïevski. Ça, je les admire de ouf. Un acteur, si je vais avoir pour une prestation, je vais me dire, waouh, il est fort. Mais c'est pas le sentiment d'admiration. Admiration, c'est je veux faire comme toi, je crois. Admiration, c'est waouh, j'aimerais être comme toi. Et moi, je préfère être une écrivaine, une scénariste et tout qu'une actrice. Et parce qu'aussi, contrôle fric, machin, tu peux pas être actrice si t'es contrôle fric. Hein. C'est compliqué quand même. Ou alors si tu fais partie de ceux qui imposent tout. Mais j'adore les acteurs, j'adore les diriger, j'adore... Je me sens trop puissante quand je dirige des acteurs, tu vois. Et du coup, je comprends. Et je les admire encore moins. de se soumettre à mes indications. Je crois que c'est la première fois que je dévoile ça. J'ai trop peur. Mais bon, c'est vrai. Plus aucun acteur ne voudra travailler avec moi. Ouais, ou alors ils accepteront, mais genre ils sauront, quoi. Ouais. Je ne vous admire pas. J'aimerais pas être vous. Je pense que ma hantise, ce serait d'être vous. Mais c'est vrai, mais tu sais, c'est ce que je disais à Audrey sur Fantasme. Mais Audrey, au-delà d'être actrice, elle est formidable. Je sais pas si tu la connais, mais elle est drôle, elle écrit aussi, elle fait plein de trucs, tu vois. C'est une super nana.
Et ouais, putain, à la fin de la journée, quand je voyais qu'elle passait du rire aux larmes, machin, je fais meuf, je déteste ta journée. Franchement, tu m'épates. Et là, ouais, j'avais de l'admiration d'un point de vue physique aussi, de me dire putain, tu bronches pas, tu te plains pas. Alors que je te demande de rire. Ensuite, je te demande de pleurer. Et t'es debout depuis 6 heures. Et on va finir à je sais pas quelle heure dans la nuit. Et là, ouais, j'avais un truc de putain, moi, je me serais plainte. Non, en tout cas, et c'est là que je me suis dit aussi que j'étais une mauvaise actrice. C'est que moi, un truc comme ça, je me serais plainte. Et d'ailleurs, j'allais voir Sébastien Chassagne et Audrey, tu sais, leur scène de déambulation, c'est en pleine nuit. Ouais. Et c'était horrible parce que je déteste les tournages de nuit. Ah ouais, il faisait froid. Et c'était, on commençait à tourner à 18h et on a fini à 7h du matin. Je déteste. Et tu sais même plus si c'est bien ce que tu tournes tellement t'as la gueule dans le cul. Et je viens les voir à un moment et je fais, imaginez là, toutes les rushs, on les a pas. Est-ce que vous voudriez bien retourner et pour combien? Et Sébastien Chassagne, il fait, mais pour rien, moi j'adore le projet, je le refais sans problème. Je fais, ah bon? Et Audrey me dit pareil. Et là, moi, je me dis, mais moi, franchement, je le fais pas pour moins d'1 million de... Parce que j'ai un côté aussi très... flemmard, quoi, de putain, non, là, en tant qu'actrice, j'entends. Là, s'il fallait refaire tout ce qu'ils ont fait, non, mais moi, je demande à la prod un cachet en plus, hein. Et de beaucoup. Ouais, je comprends. Mais en fait, c'est juste que... Enfin, moi, je fonctionne aussi comme ça, si ça m'emballe pas, mais t'as intérêt à douiller. T'as intérêt à me payer tellement fort. Mais oui, mais même si ça m'emballe, il y a peu de trucs maintenant que je vais faire de bon cœur. Mais je sens que je suis... Ça, c'est parce que je commence à vieillir aussi et à aimer mon confort et à me dire, bah... En tout cas, en tant qu'actrice, cette scène-là... Et alors, l'ironie du truc, c'est que... Il n'y avait pas les rushs. On a perdu les rushs. Sérieux? Je te jure, il y a eu un problème de disque dur ou de carte mémoire. Et en fait, alors pas toute la nuit, mais il y a une séquence, la séquence où ils se rencontrent au parking, que j'avais adoré en plus tourner. On a dû la retourner le dernier jour. Et bah, ils ont pas bronché. Est-ce qu'ils sont incroyables, quoi? Voilà, moi, c'est pour te dire que moi, je ne suis pas comme ça. Donc, forcément, je suis pas une super actrice. Ok. Comment tu sais? Moi, c'est un peu un des trucs que je me pose beaucoup pour l'instant. Comment tu sais qu'une œuvre a de l'intérêt avant de la sortir, avant de la confronter aux gens? Bah, je pars d'un principe con de si elle me touche, si je le ressens, c'est cliché, mais si je ressens le besoin dans mon bide, en fait, d'en parler de le truc, je me dis que je pars du principe que si ça touche un humain, ça va en toucher d'autres. Parce qu'a priori, t'es quand même pas toute seule, hein. Si tu parles d'un sujet comme l'annonce du cancer, la mort, le cul, c'est quand même des trucs concernants. Donc je me dis, si t'es pas complètement fantasme, j'ai eu un peu peur de fantasme. Et en fait, comment je sais, j'en parle à plein de gens. Et toi, t'as déjà eu un fantasme? C'est quoi ton rapport au fantasme? Et dès que je rencontre quelqu'un, je vais en parler. Et puis si je vois qu'il y a 3 personnes qui commencent à s'animer sur ce sujet, je fais OK. Ah, c'est pas con. Bah ouais, en fait, c'est fantasme, j'en avais énormément parlé en amont. Est-ce que c'est aussi pour t'obliger à le faire? Ouais. Ah bah, c'est clair. Le roman, j'en ai parlé sur les réseaux et tout, parce que je savais qu'à partir du moment où c'était dit, j'étais obligée de le faire, parce que sinon, parce que la honte, quoi. Alors, comment ça avance? Tous les gens qui t'envoient des messages. Ah, ton roman, bah oui, non, mais ouais. Et puis ça motive de ouf. Tu te dis, putain, j'ai des gens derrière moi qui me soutiennent. Mais c'est pas angoissant, ça aussi? D'avoir une qui t'attendent au tournant comme ça. Qui a dit ça il y a peu de temps? C'est pas Julien Doré, autant qu'un mec comme ça. Non, mais il a dit un truc, moi je l'aime, Julien Doré. Attention. Très gentil. Et l'album Louvre, incroyable. Mais après, j'ai un peu décroché. Ouais. Mais tous les vieux trucs genre Dig Up Elvis avec le côté déglingo, des trucs en anglais, j'aimais beaucoup aussi. Ouais, c'est plus le dernier album là j'aime beaucoup la façon dont il écrit. Mais je sais trouve, plus si c'est lui vraiment du des coup. mots au hasard. Hein, tu trouves? Ah ouais, je trouve. Avant c'était des métaphores que j'aimais beaucoup, maintenant. Non, mais tu l'as écouté le dernier? J'ai écouté que les singles. Non, mais tu vas voir. C'est pas au hasard. Ah c'est pas au hasard, Fanny. C'est très tout ça. D'accord. Mais je sais plus si c'est lui ou quelqu'un d'autre que j'ai vu dire un truc hyper intéressant. C'est peut-être pas lui. Non, c'est peut-être pas lui. Quelqu'un qui disait que sur les réseaux, et ben quand il avait trop d'amour, et ben ça c'était trop pour lui et Elvis Romeo. C'est lui qui l'a dit. Romeo Elvis. Ouais, Romeo Elvis.
Mais merde, on sait plus aussi. Et c'est lui qui disait ça, et tout le monde était un peu choqué sur le plateau, et en fait, je comprends trop ce qu'il veut dire. Ah oui, chez Quotidien. Oui, absolument. Et il a dit ça, et tout le monde était un peu, ah bon, mais quand même, les gens vous aiment, c'est sympa. Bien sûr. Mais quand c'est trop, genre, moi, quand je sens un truc fantasme, par exemple, l'engouement qu'il y a eu autour, je te jure, à un moment, moi, je lis les trucs, et j'ai l'impression que c'est pas destiné à moi. J'ai l'impression qu'on parle à quelqu'un d'autre. Ouais, je comprends. Et je me sens à l'extérieur du truc. Et les gens, et c'est incroyable parce que les gens, ils viennent te raconter aussi leur expérience. Ah, mais moi, j'ai vécu ça. Et en fait, toi, le sujet, il est clos. Tu vois ce que je veux dire dans ta tête. C'est l'autrice aussi que j'adore, Sophie Lambda, qui a sorti une BD qui s'appelle Tant pis pour l'amour. Et elle dit souvent sur ses stories, elle dit, mais arrêtez de m'envoyer des messages en me parlant de votre relation avec un pervers narcissique, parce que ça parle de ça. Je suis pas psy, et surtout, c'est vrai que toi, en tant qu'autrice, le sujet, moi, Fanta, je l'avais écrit il y a 3 ans. Ouais. Je le tourne là. En fait, il y a beaucoup de temps qui se passe. Tu parles d'un truc que t'as déjà digéré, plus toute la prépa. C'est ça. Et donc, c'est vrai que des fois, c'est très agréable et on en a vachement besoin de tous ces retours. Mais des fois, il y a un moment où c'est trop. Où il y a un moment où tu sais plus où te placer, toi, en fait, dans ça. Et il n'y a pas de moment où tu t'auto-saoules. Moi, ça m'arrivait il y a genre 1 mois. Genre, je pouvais plus me saquer. J'avais sorti trop de trucs en même temps sur les réseaux et tout. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Et j'étais comme, oh putain, je te jure, je me vois une fois de plus, je me mets une droite. Ah ouais, non mais je vois très bien. Un sup. Ah ouais. Ah mais moi, ça m'arrive tout le temps. Moi, c'est depuis que je viens à la campagne et quand je fais des stories de campagne, je la fais et après je fais, mais putain, mais moi, je me désabonne direct, meuf, de ton côté. Moi, si je vois ça, tous les jours la campagne, le chien, la vie parfaite, je me désabonne direct. Et non, mais moi, je m'auto-saoule. Mais sur les réseaux, je m'auto-saoule. Je me juge sur chaque post. Ah, mais c'est nul de mettre ça. Mais je déteste Instagram et en même temps, je suis tellement accro. Mais toi aussi, d'ailleurs, tu m'as dit, je fais une pause. Mais disons que là, pour l'instant, j'avais quand même beaucoup de trucs à terminer ces derniers temps, justement parce que j'essaye de boucler tous les petits projets pour pouvoir me consacrer sur des trucs un peu plus ambitieux. Et du coup, là, il fallait vraiment que je coupe parce que sinon, je perdais trop de temps. Et j'étais tout le temps en train de me dire, OK, il faut que je crée des petits contenus, des petits trucs. Sauf que c'est des trucs minuscules, des trucs à la con. Mais ça te bouffe. Mais bien sûr, ça te prend tellement de temps. De ouf, quoi. Ouais. Et donc, j'essaie un peu de réduire. Et pour l'instant, l'avantage, c'est que vu que je me suis auto-saoulée, j'ai beaucoup moins de mal à le faire. Parce que c'est... très bien, ça. Là, je vais rester loin de moi, là. Ah, mais je vois trop cette sensation. Je suis follow, mais dans la vraie vie. Donc voilà. J'ai lu, entendu, aucune idée, que quand tu avais commencé à écrire Fantasme, il y avait beaucoup plus de blagues au début. Et attends, c'était Flaubert qui devait le réaliser. What? Oui, au début, c'était lui qui devait le réaliser. Moi, je devais jouer Vic. Ok. Et du coup, je l'avais réécrit, je lui envoyais, on faisait du ping-pong de blagues et tout. Il y avait plein de blagues. Et pourquoi ça s'est pas fait? Parce que c'était pas la vraie vie. Parce qu'en fait, en le relisant, je me suis dit, en fait, je suis en train de me cacher derrière un immense sketch. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'est pas le temps de parler de cette histoire telle qu'elle est? Et en fait, et c'est là que j'ai écrit tous les dialogues entre eux, la nuit de rencontre, que j'ai vraiment tout lissé pour qu'on y croie un maximum. Que ce soit des gens le plus vrai possible. Ouais. Mais c'était très drôle, hein, sinon. Mais ça aurait fait un bon sketch golden. De 50 minutes. Voilà. Mais c'est comment t'as fait justement pour accepter, parce que moi c'est aussi un des trucs qui me stresse en ce moment, c'est que j'essaye d'écrire des choses qui sont pas de la comédie, mais en vrai il y a tellement les réflexes qui reviennent en mode mais peut-être j'ai pas assez de profondeur pour me permettre de faire un truc dans lequel il y a pas de blague, donc il faut que les gens ils aient au moins un truc au final. Et genre même si tu trouves ça nul, tu trouveras ça drôle. Et comment t'as fait pour te dire non, l'histoire va être assez? Mais toi t'es humoriste. Donc je pense que t'as... Oui, mais t'es drôle. Tu fais un commerce de cette drôlerie, de ton humour et de tout ça. C'est toi, tu vois, c'est plaqué. Donc je comprends que c'est ta structure, c'est tes habitudes et c'est ton repère. Moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai jamais eu la pression d'être drôle. T'as quand même percé avec le P. Alors celle-là... Je suis dégoûtée parce que là, j'espère le récupérer parce que comme Golden n'existe plus, et peut-être qu'on va pouvoir récupérer enfin nos sketchs. Mais putain, ouais. Mais tu sais que j'avais jamais entendu parler de ça. Mais tu l'as vu? T'as pas pu le voir? Mais non, j'ai pas pu le voir. Il est nulle part. Et du coup, je suis très frustrée parce que j'ai vu qu'un extrait sur Instagram. Je l'enverrai.
Mais ça a l'air Je vais incroyable. te l'envoyer. Ouais, tu vas. Je pense que les gens ont mis beaucoup trop de hype sur ce truc. Vous allez être déçus. Hein. C'est clairement l'histoire d'une meuf qui rencontre son père. Ah putain, j'espère trop pouvoir le ressortir. C'est tellement fou que toutes les étapes aient été passées Non mais c'est fou. pour la validation. C'était de ce Flaubert truc. à l'époque qui était directeur Ah oui, bah, d'écriture. ça s'explique. Ça s'explique. Mais vraiment, tu sais que ce tournage, ça a été. Il y a le making of sur YouTube, Ouais. le bêtisier, et ça a été terrible. Les scènes, on avait tellement de fou rire parce que justement à chaque plan, je regardais le chef-op, je regardais le 4 heures et je me disais mais il y a un matos et j'ai un contrat dans mon sac qui est signé, c'est-à-dire que je suis payée pour faire ça. Et c'était à chaque fois c'était avec Nicolas Bernot qui jouait mon père. Et il y a une scène où je suis dans les toilettes et je pète, donc du coup il apparaît. Et juste imagine cette scène à tourner, quoi. Lui qui apparaît et qui à chaque prise se dit mais en fait je joue un pet. Et lui sur la feuille de service il y avait écrit le pet de Lolo, Nicolas Bernot. C'est fou. C'est fou. Mais ça c'était génial, c'était des années incroyables ça. Mais moi, c'est un des trucs pour lesquels je vous envie beaucoup. C'est ce truc de bande et Ouais. ce truc de j'ai une idée, je la fais avec les potes. Ouais. Et ça Moi, je suis me comme, manque. Putain, mais j'aimerais trop avoir des copains avec qui on fait des vidéos et tout. Et là, pour l'instant, même en France, il y a plus tellement de. Non, bah c'est vrai qu'il y a plus trop. C'est vrai après Bagel et Moustache, mais il faut le faire. De toute façon, il faut le faire. Ouais, mais j'ai jamais compris comment ils fonctionnaient financièrement. Bah c'est pour ça que ça s'est pété la gueule. Voilà. Hein. Bah c'était des marques. En gros, on faisait beaucoup de brand content aussi. Tu vois, on travaillait pour des marques. Mm. Du coup, la boîte faisait rentrer des sous. Et après, on avait un peu de sous pour faire des sketchs, mais que dalle. Hein. Mm. On vivait pas avec ça. On vivait pas avec les sketchs. On vivait grâce au brand content. On Ok. vivait grâce aux articles qu'on écrivait. Mais c'est vrai que ça aurait pas pu continuer comme ça parce que c'est un système économique qui est pas viable. Mm. Mais on est très nostalgique, on en parle souvent là. Bah encore, on va se revoir la semaine prochaine là et ouais, c'est une période qui était tellement tous les jours tu te marrais en fait. J'avais une crise de fou rire au moins une fois par jour. Et je te jure, je rentrais chez moi en disant ça c'est la vie, ça il faut pas l'oublier. Mm. Mais ça vaut pour aujourd'hui, il faut pas l'oublier, il faut vraiment se marrer tous les jours quoi. T'arrives à te dire ça au moment où tu le vis? Ah Genre, ouais. C'est comme la phrase dans The Office I wish you could know you're in the good old days. Salut, c'est encore la Fanny du montage. Clairement, je suis en galère pour terminer cette phrase, hein, donc voici le vrai extrait de The Office. I wish there was a way to know you're in the good old days before you've actually left them. Mais ouais, parce que c'était un moment, moi, où justement, quand je suis rentrée chez Golden, j'avais arrêté mes antidépresseurs, j'avais arrêté mes calmants, je commençais à arrêter de fumer, je commençais à arrêter toutes mes addictions et j'étais partie du côté T'as pris son. toutes les batailles d'un coup? Ouais. Oh wow. Enfin, sur un an ou deux, tu vois, quand même, j'ai fait progressivement. Mais ouais, n'importe quoi. mais je pouvais à ce moment-là parce que je prenais beaucoup de cocaïne. mais je prenais beaucoup de rire. Je me marrais, mais je te jure, vraiment, on rigolait tellement. Et il y avait un truc où, en fait, j'avais été tellement malheureuse avant, bah justement, de mes angoisses, d'une rupture très douloureuse, de machin, que là, tout à coup, j'avais l'impression de revivre et de faire aussi l'adolescence que j'ai pas eue, parce que moi, je suis pas allée au lycée, j'ai pas eu de copains directement. Je me suis retrouvée au conservatoire, au cours Florent, avec des gens vachement plus âgés que moi. J'ai pas eu le truc adolescence. Et là, j'ai vécu mon adolescence chez Golden. Mais vraiment, j'avais 27 ans. Et j'ai vraiment, de mes 27 ans à mes 31 ans, ado, quoi. Où T'as roulé tes premières pelles. Alors, pas mes premières, mais j'en ai roulé. J'ai baisé sur le bureau de notre boss, Il faut, évidemment. hein. Sinon, c'est Et pas un vrai travail. ouais, et puis t'avais le côté, t'as un boss, tu vois, t'as un directeur, mais qui gère des ados. En fait, on était à l'école, c'était un truc, mais sans prof chiant. Et c'était génial. Il y avait un truc hyper sécurisant en plus de commencer ce métier avec plein de gens. Il y avait un truc où on était tous dans le même panier. Il y avait un truc de solidarité. Et puis on est vraiment devenus amis aussi, tous. Vraiment, on se voyait tout le temps, quoi. On faisait les fêtes chez Golden, on dormait chez Golden, on bouffait chez Golden, on baisait chez Golden, on écrivait, tu vois. Et on a tous appris tout. On a appris à monter, à prendre le son. Enfin, c'était... Ah, je te jure, j'ai une pointe de nostalgie quand j'y repense. J'ai adoré ces années, tu vois. Je cracherais jamais dans la soupe, même si ça s'est pas super bien fini. Mais pas avec mes amis, mais avec Golden. Et bah, au final, moi, je remercie
1000 fois golden de m'avoir permis. Si aujourd'hui j'arrive à bosser aussi, c'est grâce à ça. Hein. Parce que ça nous a tous permis de gagner une petite notoriété, qui a fait qu'après c'était plus facile de faire des rendez-vous. Les producteurs, ils savaient qui t'étais en fait. T'étais plus, même un agent, pour trouver un agent, c'était beaucoup plus facile. Le nombre de trucs qu'on a tourné. Une communauté de ouf derrière. Quoi. Une communauté, non mais c'est clair, Est-ce que Camille Lepic va être dans tous tes trucs? Putain, j'aimerais bien la refoutre dans la prochaine. Ouais, ça peut être génial. Ça parce que j'ai tout regardé. J'ai vu genre le Joker. Et puis quelques jours plus tard, j'ai maté Fantasme. Là, je me suis dit, mais Camille Lepic, mais ça me dit quelque chose. Mais putain, je la connais. Ouais, c'est exactement le doute que je voulais semer en chacun. C'est très réussi. Qui est Camille Lepic? Non, mais c'est pas con, remarque. Ça pourrait être un running de personnage sur tous les trucs que j'écris. Au moins, on sait que c'est moi, c'est ma signature. Très bien, je garde. Eh ben, écoute. Dans Fantasme, ce sont des gens qui ont un goût de l'absolu. Est-ce que toi, c'est un truc qui te manque? L'absolu? Et le fait d'être entièrement contrôlé et animé par quelque chose, obsédé par quelque chose? Moi, je suis obsédée par tout. J'ai que des obsessions. Toujours? Ah, mais toujours. Mais toujours. C'est ça aussi que je dois travailler. Moi, je fonctionne que par obsession. Et on aime bien ou on n'aime pas? Ça dépend. Quand ça vire sur des trucs extrêmes, là, je réfléchissais à ma dernière obsession. Mais par exemple, si je fais un régime, ça va être obsessionnel. Ça veut dire que je ne vais penser qu'à ça. Quand j'ai arrêté de fumer, c'était le pire, parce que ça a été 5 ans d'obsession. 5 ans de obsédé dès qu'il y avait une... Bon, j'exagère. 3 ans. Allez, on va dire ça fait 2 ans que ça va mieux. Et encore, ça revient un peu, là, j'ai grave envie. Mais ça va être des trucs aussi compulsifs tiens, on envisage de peut-être se marier avec mon gars, bah, je vais faire une obsession dessus, alors que je veux pas me marier, enfin alors qu'on a décidé qu'on ferait un truc à la mairie et rien, et bah je vais commencer à faire une obsession dessus. Obsession de qui j'invite, par exemple. Et obsession de qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, tu vois. J'ai des grosses obsessions bouffe, qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Et des obsessions achat aussi. Bah, la maison, ça a été une obsession, mais t'as pas idée, hein. Horrible. Il fallait absolument, il fallait. Et ouais, moi, je marche vachement en obsession. Et le goût de l'absolu, je l'ai. Je ne suis jamais satisfaite, mais c'est très fatigant, hein, vraiment. Je veux toujours autre chose. J'ai beaucoup de mal mais je travaille vraiment dessus et ça va de mieux en mieux. Il y a vraiment eu des moments où ça allait très bien avec la méditation et tout. J'ai beaucoup de mal à me contenter de ce que j'ai. Beaucoup de mal. Je suis sans cesse en train de projeter un autre truc, de projeter... Enfin, tu vois, je sais pas, on rentre de voyage avec mon gars, si on part en voyage à l'époque où on pouvait encore, je vais penser au prochain. Mais c'est le vide. C'est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait là pour combler? Au cas où on mourrait demain, il faut vraiment que cette journée, elle soit cool. Donc je vais mettre plein d'obsessions dedans et les utiliser pour combler ce vide-là. Mais ça veut dire que t'es toujours dans le futur, quoi. Ouais, je suis souvent dans la projection. Et j'arrive de plus en plus à être dans le moment présent. J'y arrive quand même, mais je suis beaucoup, beaucoup dans la projection. Ou dans le passé. Dans la nostalgie. T'es nostalgique de quoi? Bah, je suis nostalgique des années 80, des années 90, de mon enfance, de la maison avec mes parents, de ce truc de l'insouciance, de l'irresponsabilité qu'on avait, parce qu'on n'avait rien à faire d'autre que les devoirs, à la limite, ça me faisait chier. Mais c'était génial. T'étais pas angoissée quand t'étais enfant? Si, j'avais peur de mourir. J'avais peur que mes parents meurent tout le temps, très tôt. J'étais très angoissée, j'allais pas trop à l'école parce que j'avais peur d'avoir mal au ventre. Mais chez moi, c'était génial. T'avais peur d'avoir peur? Ouais, tout le temps. J'avais peur d'avoir mal au ventre. Putain, c'est creusé loin. Ouais. Peur d'avoir peur, tu connais pas ça? Ben, j'ai jamais vécu. Bah, tant mieux, c'est le pire. C'est vraiment, moi, toutes mes angoisses, c'est ça. C'est... Dans le métro ce matin, moi, j'ai peur d'avoir peur, en fait. Et ça, c'est depuis que je suis gamine. Donc, en fait, je vais pas chercher je n'arriverai jamais à enlever ça. En revanche, je peux réussir à vivre avec,
à le contrôler un minimum et voilà. Mais c'est vrai que ces années-là, il y a un côté nostalgique parce que j'étais quand même moins angoissée que maintenant parce que ça revient sur la notion d'espoir. C'est que j'avais un espoir fou en toute chose. Je me rêvais adulte, je me rêvais dans une maison de campagne, je me rêvais écrivaine, comédienne, journaliste. Et voilà, on y est. Du coup, t'as tout fait, ouais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se fait chier. Non, mais il y a plein d'autres choses, mais c'est vrai que il faut admettre qu'on est dans un monde où c'est difficile d'espérer aussi. C'est dur de rester optimiste, donc j'essaye vraiment de l'être. Je m'entoure de gens qui le sont, c'est très important. Mais voilà, je regarde pas la télé, les infos, je lis rien. Moi, je suis au courant de rien. T'arrives à faire la différence entre un coup de foudre intellectuel et de l'amour? Non. Ok. Non, mais si, un peu, parce que le coup de foudre intellectuel, il va pas être accompagné d'attirance physique. Mais si j'ai un coup de foudre intellectuel, le problème, c'est que je vais être attirée physiquement, parce que moi, je suis attirée par les cerveaux. Donc, par un système de pensée, par le fantasme en question. C'était vraiment un coup de foudre intellectuel, tu vois. Et je ne saurais même pas te dire s'il me plaît physiquement. Je ne sais pas s'il me plaît physiquement, je ne sais même pas si j'ai du désir pour lui. Mon désir, il était animé par le fait d'être avec lui et des mots et de tout ce qu'on pouvait se raconter. Et ça, mais à partir du moment où j'avais tout le temps envie d'être avec lui, tu vois, donc et du coup j'ai envie de coucher avec lui. Mais qui doit être là. Autant en profiter. Mais du coup, après, le coup de foudre qui n'est pas intellectuel, moi j'en ai eu rarement. Si, c'est purement physique et puis ça donne rien du tout. C'est très agréable à regarder, mais je veux dire, ça n'existe pas, ça ne perdure pas, ça, c'est des conneries. Les coups de foudre qui durent, c'est des coups de foudre intellectuels, de toute façon, c'est des coups de foudre. C'est un truc où tout à coup, t'arrives à être seule avec quelqu'un, ou tout à coup, t'arrives à être complètement toi avec quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui t'arrivent à être entièrement normal. Non, mais non. Entièrement normal? Entièrement comme toi, ouais. Tu le serais, tu vois. Non, il y a vraiment juste mon mec, ma sœur et ma meilleure amie. C'est quoi tes filtres pour les autres? De quoi t'as peur? Je vais réussir à être moi-même, mais par exemple, truc con, si je commence à faire une crise d'angoisse, si je commence à être mal, les seules personnes à qui je peux le dire, c'est ces 3 personnes que je viens de citer, sinon je le dirai jamais. Pourquoi? Parce que je vois ça comme une... J'aime pas le mot faiblesse, mais comme... je me sentirais pas en sécurité. Je me dirais, il ou elle ne va pas comprendre. Elle n'aura pas les mots parce qu'elle ne me connaît pas assez. Elle ne me connaît pas assez parce que j'ai pas laissé l'accès. Mais je laisse pas l'accès. Et ça... je sais pas pourquoi, tu vois. Et en plus, c'est con parce que parfois, ça me manque. J'ai pas énormément d'amis, de vrais amis. J'ai beaucoup de copains, de copines, mais tu vois, là, comme je te disais, ce soir, alors que je suis à Paris, que j'y suis jamais, tant pis. Moi, je suis contente d'être toute seule. Et d'être vraiment toute seule. Donc, mais ça, c'est... En même temps, il y a tellement de stimulation pendant toute la journée. Ouais, c'est évidemment, ça. Quoi. Ouais, et puis ça demande quand même un effort, moi, je trouve, d'aller boire un verre avec quelqu'un, de dîner avec quelqu'un. Surtout après tu un trouves an à aussi. rien faire. Oui, mais moi, bien sûr. Ça me demande vraiment des fois, genre, surtout pendant le confinement, genre si j'avais fait 1h30 en direct chez Inter, il fallait rien me demander d'autre pendant la journée. Hein. Ouais. J'avais parlé pendant 1h30, mais foutez-moi la paix en fait. Ça m'a demandé tellement d'énergie d'être dans une sorte de représentation, machin, avec les gens, de voir tous les stimuli externes, les bruits, la vision et tout, et que évidemment que c'est trop quoi, genre. Mais ça c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de gens qui disent ce truc-là, qui disent que depuis justement tous ces confinements à la con, on fait moins de choses, on voit moins de gens. Enfin il y a un truc, c'est vrai, où j'ai toujours été ours, j'ai toujours aimé ma solitude, mais là, c'est vrai que ça a vraiment ancré ça en moi. Où maintenant, j'ai un truc où... en fait, c'est ça, mon gars, hier, il me disait, mais t'as pas... tu vas voir qui, alors, demain soir? Je fais, mais... Il y a personne que t'as envie de voir? Je fais, si. Mais j'ai la flemme. J'ai la flemme d'entendre une histoire, j'ai la flemme de me concentrer sur... si on l'a pas fait pendant un an, on se rend compte que c'est pas nécessaire, en fait. Et oui, et puis c'est ça aussi, c'est au final, oui, c'est super cool de voir les potes et tout, mais... j'en ai pas besoin et j'en ai pas forcément l'envie. En tout cas, aujourd'hui,
voilà, j'en ai pas, j'éprouve pas de manque au point de vouloir être toujours accompagnée, de voir des gens. Donc tu détestes tes amis. Conclusion, t'auras qu'à mettre ça comme titre. Je déteste mes amis. Non, j'adore tous mes potes et ils me manquent, tu vois. Et là, tu vois, j'ai invité tous les copains Golden à venir à la maison. Ça, je suis trop contente. J'adore que les gens viennent à la maison. Mais pas trop longtemps, parce qu'au bout d'un moment, je me sens envahie. En plus, faut changer les draps. Oh. Non, mais c'est hyper... c'est vrai, recevoir, pareil, on se dit, ah, t'as une maison, génial, tu vas recevoir plein de potes. Mon cul, on l'a fait pendant 6 mois. Tous les week-ends, on était squattés. Et c'est cool, mais en fait, putain, c'est quand même toi qui gères la bouffe, qui doit gérer, ouais, les... Ah putain, mais ça, c'est des trucs d'adultes, tu vois, c'est horrible. Alors que je pourrais dire, ouais, on s'en fout, dormez dans des tentes. Non, je n'y arrive pas. Dormez dans des tentes. Je n'y arrive pas, ils auront leur serviette de bain sur le lit. Celle de tes parents. Voilà, pas laver. Il y a une phrase dans la saison 2 de Genre Humaine, quand t'es avec Julien dans le resto. Oui, Estelle. Et tu dis la phrase... Je sais que je suis une fille super, mais jamais assez super pour se projeter, pour s'installer, pour faire des gosses et tout. Et il te répond, oui, mais en même temps, tu fréquentes que des gens qui sont pas finis. C'est vrai. Et déjà, ça m'a fait genre, ouch. Et est-ce que c'est un truc que t'as longtemps éprouvé ? Est-ce que c'est un truc que t'as réglé Ah ouais, non, mais je l'ai éprouvé toute ma vie. Toutes mes relations, c'était avec des gars. C'est horrible le terme pas fini, mais en fait, ça veut dire des adolescents qui sont pas prêts en tout cas à aller en thérapie. Exactement, qui se posent aucune question sur eux, sur leurs ressentis et tout. Et du coup, quand face à toi, t'as moi qui ne fait que ça et qui adore triturer toutes les émotions, les machins, c'est mort. Et puis moi, j'avoue que pour être avec moi, c'est dur, c'est très dur d'être en couple avec moi. Et respect à... Non mais c'est vrai, parce que je m'en rends compte quand même. Parce que oui, il faut suivre, parce que ça affuse tout le temps, et puis c'est jamais calme, c'est jamais tu vois, c'est tout le temps des nouvelles envies, ou alors tout le temps des nouvelles tristesses, des nouvelles dépressions, des nouvelles angoisses, et bon, après des nouvelles joies, hein, beaucoup de joies, mais du coup c'est des joies qui sont très très fortes, et ouais, c'est vrai que bah du coup oui, le truc de... J'ai souvent été avec des gars qui étaient pas prêts pour emménager, pour se projeter, pour... À chaque fois, c'est moi qui ramais, tu vois, j'avais l'impression de quémander un peu d'amour, un peu de... Tu vois, genre un gars avec qui j'étais... Putain, j'ai des trucs trop perso, j'en ai rien à foutre. Si tu me dis avec qui j'étais, par exemple, tu vois, c'était hors de question qu'on se mette sur les réseaux sociaux. Enfin, que je veux dire, on mette qu'on était ensemble, tu vois. Bon, moi, ça me faisait un peu chier, parce qu'en fait, j'étais contente d'être avec lui, tu vois. Et moi, j'aime bien, en fait, quand je suis heureuse, le partager, ou quand je suis malheureuse, d'ailleurs, j'aime bien partager. Et donc, il m'expliquait, non, mais c'est la vie privée, c'est comme ça, jamais je mettrai un truc de ma vie privée. Et d'ailleurs, c'est lui qui joue Julien Pestel. Et enfin, c'est un peu lui. Et quand je lui dis cette réplique de, oui, bah, tu veux pas d'enfant, mais tu verras, un jour tu rencontreras une meuf et t'en voudras. Mais non, jamais. Le mec en question, il est avec une meuf aujourd'hui, il s'étale sur les réseaux sociaux tous les deux. Mais genre, c'est dégoulinant d'amour, et ça peut être très beau, mais moi vraiment le seul truc que je me dis, c'est mais what, on est restés 2 ans ensemble, t'as jamais voulu mettre un truc, donc je sais pas, est-ce que j'ai pas assez d'abonnés, enfin c'est quoi l'idée, tu vois, c'est quoi l'idée, et j'ai toujours été avec des mecs un peu comme ça, un peu mais de tout temps. Je me souviens de la maternelle où les garçons, fallait pas dire qu'ils étaient avec moi. Au collège, j'avais un petit copain avec qui je couchais, en plus j'avais que 13 ans, tu vois. Et alors au collège, il m'ignorait parce qu'il disait que c'était la honte de sortir avec moi, parce que j'étais une gamine. Et que j'ai eu que des trucs comme ça, où j'ai toujours été cachée, j'ai toujours été l'ombre du mec, j'ai toujours été... jusqu'au jour où... Après, j'ai eu des mecs super, hein, je l'aimais pas... Enfin, il y a eu... Bon, pour le coup, ça a pas duré. Mais c'est pour ça que ça a marché avec Robin, le mec avec qui je suis aujourd'hui aussi, c'est que tout à coup, je tombais sur un gars qui avait exactement les mêmes envies que moi, et surtout... Je lui dis, on achète une maison, il fait OK. What? Tu vois, et il a envie de tout avec moi, et on va exactement dans le même sens, et surtout, il me supporte, quoi. Et il est très calme, très très calme, il est très stressé, très évidemment, hein, il a plein de défauts aussi, mais je veux dire, quand même, je me rends compte qu'aussi j'avais l'erreur que je faisais, et dans les pas finis, j'englobe aussi les artistes.
Ou c'est je ne peux pas être avec un... Je peux pas, moi j'ai trop Il est d'ego. musicien, non, ton mec? Oui, mais il est musicien, compositeur de musique de librairie, de film, il va pas te faire de scène en fait. D'accord. Il n'a pas d'ego du tout. Et il en a rien à foutre. Et il me dit toujours, moi mon métier en fait c'est... J'adore ce que je fais, mais ce qui est plus important c'est notre vie, c'est la vie en fait, c'est notre vie personnelle. Et ça j'adorerais réussir à... Je commence à penser de plus en plus ça évidemment, mais... Et donc oui, je me suis rendu compte aussi à un moment que moi je pouvais pas, fallait que j'arrête de sortir avec des artistes. Que c'était pas possible en fait. Qu'il y a un moment, ça pète, il y a un moment c'est trop, moi j'ai besoin de quelqu'un qui soit très attentif quoi. Les artistes, il est trop attentif à lui-même. Ceux que j'ai rencontrés, je ne généralise pas, il y en a plein qui sont très ils se disent ça de toi altruistes. aussi, non? Hein? Ils se disent ça de toi aussi, non? Bah alors peut-être, je suis très égocentrique, en revanche je suis très très attentionnée. Je vais jamais oublier, tu vois, le mec en question, là, dont je te parlais, par exemple, je pouvais partir 3 semaines en tournage, il me disait, bah, t'es où? Alors que ça faisait des mois que je lui en parlais de ce tournage. Oh, waouh! Il oublie, en fait, parce qu'il en a rien à foutre. Parce qu'en fait, tout ce qui l'intéresse, c'est lui. Et ça, moi, c'est pas possible, parce que je suis égocentrique, mais je suis pas égoïste, et je suis quand même très à l'écoute, tu vois, et tendre. Parce que c'est ça, tu peux être égocentrique, être un peu barré, mais en échange, que sinon Robin, il resterait pas, tu vois. En échange, il faut la tendresse, il faut le regard, il faut l'attention. C'est très important dans un couple, tu vois, d'être attentif à l'autre. Et ça, c'est vrai que sur ces mecs avec qui j'ai été, j'avais pas ce truc-là. Donc pas fini, c'était un peu ce que j'entendais dans cet épisode. Ado, pas fini, t'as pas fini ta quête, t'as pas fini ta relation avec toi-même en fait. Finis ta relation avec toi-même et après on voit. Mais j'étais très attirée par ce genre de gars. Normal. La toxicité. Bah oui. Oui, et puis le talent, parce que c'était des mecs très talentueux à chaque fois. Donc moi, c'est comme ça qu'il m'attirait. Et Robin, c'est la première fois que je tombe pas amoureuse d'un gars pour son taf. Pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente aux yeux de la société, tu vois. Qu'il y avait toujours un truc où j'étais toujours avec des mecs un peu connus. Tu sais, genre, c'était un peu. Mais tu vois, c'était... toujours valorisant, même vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de moi, de dire putain, ce mec-là, il est quand même, il est magnifique déjà, et puis bon, il est quand même bien, il est connu quoi. Et tu sais, il y a un truc, je dis pas que c'est conscient, mais t'as un truc de fausse admiration très superficielle en fait, parce que ça repose sur des valeurs. Tu la trouves où aujourd'hui ta valorisation? Tu la trouves où aujourd'hui? Comment tu te valorises? Bah aujourd'hui, moi déjà, j'ai plus besoin d'être avec un mec pour me sentir valorisée. Donc ça, mais c'est normal. Hein, c'est aussi quand tu grandis, il y a un truc où tu commences aussi ta relation avec toi-même et où t'as plus besoin d'un gars pour te valoriser. Ma valorisation, je la trouve dans mon taf. Hein. Dans mon taf, tu vois, dans ce que je crée. Mais je ne sais pas du tout dans ma vie perso. Après, si, d'être avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi, qui a des belles valeurs, qui t'aime tout simplement, tu vois. En fait, ça, c'est hyper valorisant. De me dire, bah, cet être-là, il m'aime tel que je suis. Il me demande pas de changer, il me demande pas d'être moins angoissé, il me demande pas d'être... Alors oui, ça le saoule des fois, mais tu vois, c'est ça aussi. Merci l'Holocauste. Ça fait du bien. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie de regarder tout ce qu'Éléonore a écrit. Je mets plein de liens dans la description pour regarder Fantasme, Genre Humaine, pour suivre Éléonore sur les réseaux sociaux, tout ça. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, via toutes les plateformes habituelles, à mettre des étoiles, des commentaires, à partager tout ça. Et si vous venez de découvrir Les gens qui doutent, eh bien, bonne nouvelle, vous avez plein d'épisodes à rattraper, avec notamment Sophie-Marie Larouille, Adrien Méniel, Flaubert, Pomme, Marina Rollman, Kian Kojandi, Lou Doyon et plein d'autres. Si vous avez aimé ce podcast au point de vouloir le soutenir financièrement, bah c'est trop bien et merci. Vous pouvez faire ça via Acast, vous faites un don, c'est un one shot de la somme de votre choix, ou sinon il y a aussi moyen de passer via Patreon, là c'est un don mensuel. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux @FannyRuet pour être tenu au courant des prochains épisodes, des chroniques chez France Inter, de ce que mon chat a fait de très très mignon aujourd'hui, des spectacles aussi puisque là on vient d'annoncer les dates de la tournée française, donc yay, venez me voir. Prochain épisode des gens qui doutent dans 2 semaines. D'ici là,
soyez heureux et faites-vous plein de câlins. Des bisous. Et ce podcast a été mixé par Maxime Moitieu.